Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes. Bienvenue à la microferme du bout du monde. On va vous présenter un petit peu le cheminement que nous avons mis en place pour aller vers l'autonomie sur notre microferme qui fait 2,25 hectares. Moi c'est Mickaël, j'ai acheté le terrain ici en 2007 pour lancer le projet et depuis la vie m'a réservé plein de surprises puisque j'étais à l'époque vendeur de téléphone dans un magasin de téléphonie mobile et maintenant je suis permaculteur, ouais, il paraît en tout cas. Voilà. Et donc, j'ai un profil de maraîcher au départ. J'ai fait pas mal de classes en arboriculture fruitière parce que j'étais chef de culture dans un verger d'essai. Et depuis 2009, j'expérimente le vivant ici, sous toutes ses formes, aussi bien avec du petit élevage qu'avec de la production de petits fruits, de légumes également. Donc on essaie d'être dans un environnement assez diversifié et on fait aussi beaucoup attention à la biodiversité. Parce que depuis 2023, on a été reconnu comme site de grand intérêt biologique grâce à tout ce qu'on a mis en place en fait au niveau de la diversité des plantes, de la diversité des lieux et tout ce qu'on est encore en train de faire parce que comme je le disais, c'est un cheminement, on n'a pas encore atteint l'objectif, on est toujours en phase. Et depuis 2020, depuis le confinement, Anaïs est venue me retrouver sur le terrain sur le projet. Et donc là, depuis, on a la nouvelle version de la microferme du bout du monde. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a lancé tout le défi d'autonomie énergétique, alimentaire, médicinale. Voilà, on va avoir l'occasion d'évoquer pas mal de choses dans cette vidéo pour ça. Et Anaïs, elle est herboriste. Oui, moi je suis herboriste. Avant ça, j'ai été institutrice primaire pendant 10 ans. Et puis, voilà, oui, comme tu as dit, je suis arrivée ici en 2020. Et là, voilà, je transforme, je cultive des plantes médicinales. Je travaille aussi à la pépinière. Et puis, un autre travail, entre guillemets, c'est la vie en autonomie. C'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir, mais voilà. C'est de tous les instants, en tout cas, ça c'est clair. Bien, ici, à la microferme du bout du monde, nous sommes situés à Spa, en fait, à Crêpes exactement. Donc, c'est le début des Ardennes belges. C'est une situation pas du tout faite pour l'agriculture. C'est pour ça que de tout temps, il n'y a eu que de l'élevage ici. Donc, ça a été un petit peu un défi de lancer un principe d'autonomie alimentaire ici. Mais en 2009, quand j'ai lancé les jardins, c'était d'abord cette idée-là. C'était de faire à manger pour ma famille de l'époque. Et de développer une culture alimentaire sur d'abord 1 hectare, avec l'idée d'impacter, enfin de faire les choses sur du long terme en fait. C'était pas du one shot que je voulais faire, c'est vraiment faire les choses sur du long terme. Et donc les premiers arbres fruitiers qui ont été plantés sur le terrain, c'était des arbres haute tige. Parce que forcément, on pouvait imaginer avoir, oui, déjà des récoltes pour moi, mais c'est surtout 2 ou 3 générations derrière qui vont pouvoir profiter de ces récoltes-là. Donc tous les arbres fruitiers ont été installés dans un premier temps tout à fait classique, tout en haute tige, des variétés de pommes, de poires, de prunes, de cerises, donc les bases de l'autonomie ardennaise, je vais dire, vraiment les bases de l'alimentation chez nous. Et puis plein d'erreurs en fait, hein, que quand on démarre sur un projet comme ça, on se loupe parce qu'il faut d'abord connaître son terrain et se rendre compte que quand on est en Ardennes, à Spa justement, comme je le disais, on a 15 à 20 centimètres de terre arable et puis on est directement dans des argiles très caillouteux. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le pays des sources. Il y a de la flotte partout et quand vous essayez de faire pousser un arbre fruitier là où il y a de l'eau, ce n'est pas l'étuvier, ça marche, mais les pommes et les poires, ils aiment moins bien. Donc là, on se prend les pieds dans le tapis, on recommence et on change les méthodes, on change les techniques, on change d'approche et on continue à essayer de faire de l'autonomie alimentaire sur le plus de choses possible. Donc à côté des arbres fruitiers qu'on ira voir tantôt, les petits fruits sont arrivés et puis progressivement, les concepts de forêt-jardin sont aussi arrivés dans ma vie et on ira faire un petit tour tantôt dans ce qui se passe. Mais là où ça a vraiment été le plus important, ça a été le démarrage de l'autonomie alimentaire par le jardin potager, en fait. Ça a été là l'élément sur lequel j'avais le plus de possibilités, sur lequel j'avais le plus la main. Et donc, j'ai acquis énormément d'expérience sur un maraîchage biodiversifié sur petite surface, ce qu'on a appelé après les techniques de maraîchage sur sol vivant. À l'époque, quand j'ai commencé en 2009, il n'y avait aucune documentation, on ne parlait pas de Jean-Martin Fourtier, il n'y avait aucun développement du maraîchage biologique comme je le faisais à l'époque. Et donc, j'ai beaucoup avancé par essai-erreur.
et beaucoup de tests de variétés différentes aussi, ce qui m'a amené à travailler sur de la densification très importante et sur des associations de cultures permanentes, comme on peut le voir sur les cultures ici. Alors 2024 est une très mauvaise année, et vous l'avez probablement tous vécu dans vos jardins potagers aussi. Mais après les limaces et les quantités astronomiques de flotte, on a eu des coups de chaud fort importants. Enfin voilà, c'est une année très compliquée, mais malgré tout, euh, le fait d'avoir énormément de diversification dans les légumes et dans les productions permet de passer, j'allais dire, entre les mailles du filet. Mais les fèves des marais vont nous permettre de manger en frais et de manger en sec aussi. Les choux rouges de fin de saison sont prêts. Ce début de saison, eux, ont dégusté. Mais voilà, on sait travailler avec du frais, avec du sec, au niveau des petits pois aussi, qui vont être conservés pour l'arrière-saison et pour la partie hivernale. Parce que ça, ce sont des choses qui se lactofermentent pas. Alors, Anaïs aura l'occasion de vous parler de toutes nos manières de conserver tout à l'heure aussi, parce que manger du frais, c'est génial. L'abondance, elle est toujours là au mois de juillet, août, septembre, octobre. Il y a toujours à bouffer partout. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les autres périodes? Et donc ça, c'est un peu aussi un des défis de notre autonomie alimentaire, c'est de se dire, on fait du légume, oui, mais pas que. Comment est-ce qu'on fait pour manger tous ces légumes tout au long de l'année et essayer d'être en 12 mois sur 12? On se nourrit quasiment toute l'année. En tout cas, on produit toute l'année, 12 mois sur 12, grâce aux serres, qui sont des outils extrêmement importants. Et dans un cadre d'autonomie, on peut pas, en tout cas chez nous en Ardennes, on peut pas ne pas avoir une serre pour pouvoir produire. Serre, c'est plastique, c'est moins éthique, mais voilà, c'est absolument indispensable d'avoir une atmosphère contrôlée. Et si on n'avait pas eu les serres cette année-ci, on ne mangerait probablement pas grand-chose. En tout cas, on aurait mangé beaucoup plus tard, parce qu'on a presque pris 2 mois de décalage sur la saison. Donc voilà, c'est... Et donc très diversifié, avec pas mal de choses différentes dans les cultures, et toujours pour moi, l'intégration des fleurs, qui en plus de leur rôle pour les pollinisateurs, vont avoir un rôle très important dans ce qui se passe dans la rhizosphère, dans la partie invisible, où là on a tous les échanges que la nature nous permet d'avoir, dont on a déjà parlé sur les sols vivants. Vous connaissez les principes de mycorhize et toutes ces interactions. Ben, c'est ça que nous on met en place. Et tout le maraîchage aussi est basé sur les services écosystémiques. Donc c'est la biodiversité du terrain qui permet de gérer les potentiels ravageurs au centre de la zone de culture. Ce qui veut dire que, à part les limaces cette année-ci qui ont vraiment gagné, mais sinon la régulation se fait parfaitement bien via les mésanges, les merles, les carabes, les staphylins, enfin toutes ces petites bestioles qui peuplent les sols et qui font partie intégrante de la biodiversité. Voilà, dans la serre, c'est un élément qui est vraiment indispensable à l'autonomie ici, et on y mélange à la fois l'aspect alimentaire, l'aspect médicinal, puisqu'on a des calendula qui sont là juste à côté du souci, bien orange, qu'on va faire sécher pour les tisanes et pour les différents baumes, les concombres juste à côté, les tomates, enfin ça déjà, concombres et tomates chez nous, et j'en envie souvent beaucoup, chez nous c'est impossible à faire dehors, quoi. Ça c'est le genre de truc, on a un climat qui est tellement mauvais ici que si je mets mes tomates dehors en quelques heures, on a du mildiou et c'est terminé. Alors qu'en serre, avec un travail aussi sur la sélection génétique, hein, puisque ce sont des variétés, on travaille aussi nos semences d'année en année, et donc on voit très facilement les plantes qui sont chez nous ou bien les nouvelles variétés qui sont testées. On voit les différentes au niveau du génotype et des différences d'expression qui sont vraiment terribles. Et la serre, c'est vraiment un endroit où c'est ma jungle. Alors déjà, les jardins sont très en jungle, mais ici, c'est vraiment la jungle aussi. L'idée est vraiment de travailler sur ce sol vivant et d'avoir une succession de production tout au long de l'année. Donc là, on est dans la période des tomates. Si tu reviens d'ici 3 mois, on sera fin octobre, quelque chose comme ça, eh bien la configuration va complètement changer. On va stopper la verticalité qui est caractéristique de la perma aussi pour retrouver quelque chose qui sera beaucoup plus au sol. Et là, on cultive par exemple en hiver entre 12 et 14 variétés de légumes tout l'hiver, en prévision de la consommation décembre, janvier, février, mars. Et puis aussi, on redémarre déjà, ou on anticipe plutôt les productions de début de printemps. Donc ça, c'est vraiment mon métier de maraîcher qui me permet de pouvoir anticiper tout ça. Et la serre aussi nous permet de pouvoir faire des plantes qui sont que je n'aurais pas ou moins l'occasion de pouvoir cultiver en extérieur, comme
les deux grandes qui sont en train de se développer là-bas, tu vois, c'est l'Artemisia annua. Typiquement, c'est une des médicinales stars, entre guillemets, chez nous, qui est séchée chaque année. Et donc, on travaille vraiment, comme tu le disais, sur l'association des cultures. Et voilà, tu te penches derrière une arroche rouge et tu sors une tomate qui pousse juste en dessous. Donc, c'est vraiment le plaisir de la redécouverte, de l'association et du copiage de la nature. Je fais souvent dans mes formations des parallèles par rapport à ce qui se passe dans la nature, aux patterns qu'on retrouve finalement entre la nature sauvage et ce que j'essaie de mettre en place ici. Ben, c'est une jungle en fait. Tu prends 1 mètre carré de pelouse dans le verger, on a compté l'autre jour qu'il y avait au moins 17 ou 18 espèces différentes. Ici, si on prend 1 mètre carré, on n'en arrive pas encore à ce niveau-là, mais la mélisse côtoie les tomates avec les basiliques, avec de la lunaire, de l'hippomée, des bêtes. Enfin voilà, il y a un joyeux bordel. Et ce qui est extraordinaire dans ce joyeux bordel, c'est que tout se mange. Et en général, les premières salades de début de saison, c'est juste notre désherbage. C'est ce qui repousse, ce qui se ressème spontanément. Ici, la roche rouge, qui est en pleine graine maintenant. Alors oui, c'est vrai, elle prend du volume. Oui, elle boit. Elle amène un petit peu de concurrence peut-être avec les autres. Mais en attendant, toutes mes salades de début de saison, c'est les jeunes pousses d'arroche pour passer dans les jus également. Donc, et puis on s'amuse de temps en temps, il y a des petites folies, il y a des choses qu'on nous donne et qu'on teste en serre qu'on ne pourrait pas tester autrement. Avec ici, tu vois, une chayotte. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais jamais imaginé faire pousser. Elle vient du conservatoire, non, du jardin botanique de Liège. On a, on a oublié de la déguster. Elle a germé. On s'en est occupé un petit peu. Et là, elle est en train de me faire une biomasse de fou. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de l'humidité qu'elle amène dans la serre, au niveau de l'ombrage qu'elle pourrait potentiellement faire aussi sur les périodes très chaudes, ben, c'est une porte ouverte peut-être à une nouvelle culture. Mais en tout cas, avoir des fruits, ça, je n'ai encore pas vu la moindre fleur, donc ce sera une bonne surprise, peut-être un jour. Voilà, une autre partie de l'autonomie, effectivement, c'est la partie médicinale. Ça, c'est la partie que Anaïs prend en général, mais elle a dû nous quitter euh, pendant cette vidéo. Donc voilà, ça, c'est cette partie des jardins qui lui sont dédiés, qui lui est dédiée. Les jardins d'Anaïs, c'est une ASBL très chouette qui permet pas mal de formation aussi, d'apprentissage par le terrain. Euh, et donc, ça amène une beauté incroyable au niveau des jardins. Tu vois les volumes, tu vois l'exubérance, tu vois avec un petit rayon de soleil, on aurait les papillons qui volent de partout. On garde les origans qui se mêlent aux échinacées avec les quarts d'air dans le fond. Donc, toutes ces plantes-là sont à la fois médicinales pour nous, mais elles sont aussi à la fois médicinales pour l'ensemble de l'écosystème, euh, pour tous les insectes qui viennent en profiter un maximum. Et donc, c'est aussi un des éléments importants dans l'autonomie, c'est de récupérer la capacité à se soigner. Alors, Anaïs met souvent l'accent sur la santé, c'est quelque chose d'holistique, et les plantes viennent en dernier. C'est d'abord le fait de bien manger, le fait de bien dormir, de bien respirer, tous ces aspects qui font en sorte qu'on a une vision globale de la santé. Elle s'est d'ailleurs beaucoup formée en médecine chinoise également, en parallèle à son métier d'herboriste. Et donc, il y a vraiment tout un savoir-faire et un savoir incroyable qui réside juste là, dans le manteau des dames. Tu as de l'alchimie là qui est présente, qui est une plante excellente pour les femmes et qui en même temps va pouvoir garder, on le voit très bien ici, sur cette feuille-ci, si tu veux approcher, tu vois, elle va pouvoir garder toute une série de petites gouttelettes de rosée dans sa forme qui vont permettre de pouvoir abreuver les différents insectes sans risque de noyade. Donc c'est toutes ces petites choses qui sont là et tout ça va être utilisé soit sous forme de tisane en utilisation directe pour le plaisir ou pour le soin, soit sous forme de teinture mère, de baume. Donc entre la beauté de ce que l'on voit ici et ce que l'on va utiliser, il y a souvent une phase de transformation, mais c'est quelque chose qui est juste magnifique. Pour la petite anecdote, quand on a planté les jardins au tout début de notre arrivée ici, on a mis beaucoup de calendula. Et cette année-ci, ma fille travaille dans une savonnerie
et les patrons de la savonnerie ont demandé si on pouvait pas faire sécher du calendula pour eux. Alors tu imagines, dans mon projet en 2009, si j'avais un jour imaginé cultiver des fleurs pour un savonnier. Jamais de la vie, mais ça fait partie des petites interactions et des petites choses très sympas, des petits clins d'œil que la vie nous réserve systématiquement. Et donc, tu vois, tous ces jardins, ils sont là de façon vivace, de façon pérenne. Les plantes sont soit annuelles quand on regarde le calendula, mais soit plutôt vivaces avec des agripomes, des guimauves qui sont fantastiques cette année-ci. Et tout ça amène une biodiversité incroyable. Les cabarets des oiseaux qu'on voit dans le fond, les superbes cardères qui sont en pleine floraison pour le moment, ben, là aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un peu de soleil tantôt, mais c'était plein de papillons hier. Et alors, chaque fois que cette forme que la feuille engaine la tige, elle crée une forme de petit abreuvoir, encore une fois, où les oiseaux et les insectes peuvent continuer à aller s'alimenter. Alors c'est une plante, c'est en permaculture, c'est un élément en plusieurs fonctions. Cette plante-là, elle est vraiment particulièrement criante, puisque les anciennes, enfin les cardes, en fait, une fois terminées, une fois sèches, permettaient de carder la laine dans le temps. Donc c'est un abreuvoir. Elle est super bonne pour la biodiversité au niveau pollinisation. Elle permet de carder la laine et sa racine est utilisée pour, entre autres, la maladie de Lyme, les protocoles de soins. Donc voilà, 4 éléments, c'est une plante, 4 éléments. En plus de la beauté, ça fait 5. De tout son système racinaire, ça fait 6. Et on peut aller encore très très loin dans le délire, mais c'est ça. C'est un élément, plusieurs fonctions, et une fonction remplie par plusieurs éléments. Et donc en plus de ça, si on reprend la maladie de Lyme, ben, tu pourrais ajouter à la cardère dans un protocole de lutte de la renouée du Japon, par exemple. Évidemment, c'est là, on ne va pas la cultiver, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour que une fonction soit remplie par plusieurs éléments, et ainsi de suite. Les jardins peuvent paraître très perma comme ça, en fait, très désordonnés, mais c'est vrai qu'on a une méthode de désherbage qui est très particulière parce que pour nous, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des adventices. Il y a juste des plantes qui poussent pas là où, enfin, qui poussent là où on leur a pas demandé de pousser. Si tu zoomes un peu, on peut avoir à côté de l'alchimie qui normalement aussi est une mauvaise herbe. Hein. Dans beaucoup de jardins, elle va être tondue, elle va être désherbée en ignorant complètement ses capacités. Enfin, soit sur la culture d'alchimie, on va retrouver de l'ortie puante, de l'épierre des bois, qui là aussi pourrait être considérée comme une mauvaise herbe, alors qu'elle est extrêmement mellifère. Quand tu regardes ses fleurs, elle est juste magnifique, tout simplement, si tu la prends en gros plan. Et ben ça, c'est une adventice qui se mange. Euh, Elle peut paraître très puante quand tu la froisses un petit peu, mais en allant jusqu'au bout du froissement, quand tu vas vraiment jusqu'au bout du bout du bout du bout sur les jeunes feuilles, qu'est-ce que tu vas retrouver? Une bonne odeur de champignons. Et donc ça, ben, ça fait partie des recettes qu'Anaïs propose durant ses différents stages et ses différentes cuisines sauvages, euh, en proposant, entre autres, des tartes, des quiches à l'ortie puante ou voilà, différentes accommodations. Autre, tu vois, tu retournes d'un pain, bouf, tu te retrouves sur le Taraxacum officinal, hein, le pissenlit, où là, ben, tu vas avoir les feuilles qui vont être utilisées comme diurétiques. La racine va plutôt être, elle, utilisée pour relancer un peu la digestion. Euh, Tu la torréfies, ça te fait son faux café. Tout le monde connaît la chicorée. Bah, la chicorée et le pissenlit, c'est quand même des cousins très très proches. Et si tu veux utiliser juste les fleurs, qui sont super bonnes pour la biodiversité aussi et pour nourrir les abeilles, bah, tu peux faire de la confiture de cramaillotte. Et voilà, une mauvaise herbe qui recèle encore une fois 4 super arguments pour la laisser dans les jardins. Et si on prend les arguments sol, je vais dire, bah, son système racinaire extrêmement pivotant vient perforer les sols lourds et les sols tassés pour laisser revenir l'eau et pénétrer laisser revenir l'air et pénétrer l'eau. Et donc, bouf, tu trouves encore un avantage supplémentaire à une mauvaise herbe que l'on met aussi dans les salades en tout début de saison et dans les jus de légumes du matin, c'est aussi pareil. Donc, c'est vraiment une façon tout à fait différente de voir le jardinage et de travailler avec l'écosystème plutôt que contre l'écosystème. Après, je reconnais, cette année, on est quand même complètement dépassé par les adventices qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est clair que des graminées ou du laitron, j'en fais pas trop la pub, mais enfin, ils sont là, ils sont là. La vie, c'est comme ça. Quand on est dans un projet en autonomie, comme on l'est ici, eh ben, c'est des journées qui sont consacrées à travail, entre guillemets, en tout cas à une activité sur la ferme qui est permanente et qui demande des adaptations de planning permanentes aussi.
la météo va décider que normalement on devait poncer la roulotte aujourd'hui, tu vois, mais non, c'est pas ponçage de roulotte, ce sera autre chose qui sera fait parce que la météo est venue changer les plans. Tu as une bête qui casse une clôture, ou bien tu as une bête qui est malade. Tout ça, ce sont des éléments qui font en sorte qu'il y a toujours mille et une choses à faire. Tu as une gouttière qui se bouche, bah ouais, mais il faut tabler sur toi-même pour le faire et il faut toujours essayer d'anticiper. Parce que c'est aussi ça, les gouttières qui se bouchent, c'est sympa, mais une fois que ça déborde, c'est trop tard. Donc il faut toujours être chaque fois dans l'anticipation. Et ça, c'est un truc qui revient aussi toujours sur mon expérience de maraîcher bio, où tu es obligé d'anticiper parce que tu n'as pas de solution curative. Et là, si on doit faire un parallèle avec la société, ben, on est obligé de sortir des solutions curatives alors qu'on devrait faire beaucoup plus de préventif pour essayer d'éviter de tomber là où on en est arrivé et tout ce qui va avec. Donc, dans les principes d'autonomie sur lesquels on est basé ici, si on doit acheter nos plants, c'est vite une catastrophe, au niveau budget en tout cas. Et donc, en plus, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans l'autoproduction des plants et on s'est rendu compte très rapidement que c'était tout à fait jouable. Moi, je fais mes plants depuis 2009 au niveau légumes. Depuis 2020, on a commencé à lancer en fait le jardin de plantes médicinales d'Anaïs. Et puis, ben, madame a eu la main beaucoup trop leste sur le semis. Et plutôt que de se retrouver avec une petite dizaine de plantes de chaque espèce, on s'est retrouvé facilement avec 50, 60, 70, voire 200 pour certaines plantes. Et donc, tu te retrouves avec une pépinière qui est prévue initialement pour, allez, je vais dire 2000 plants, et tu te retrouves avec 5000 plants. Tu te dis, ah ouais, il y a un problème, va falloir trouver une solution. Et en plus, c'est arrivé l'année du Covid, l'année du confinement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne pouvais plus avoir d'activité en extérieur, comme tout le monde, puisque formation et tout ça, c'était fini. Donc, on a déjà choisi de se confiner ici, plutôt que dans notre ancien appartement. Donc, quand on s'est confiné, on n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante, on n'avait rien, quoi, en fait. Juste les jardins pour pouvoir manger. Sinon, le reste est arrivé après. Si on avait un toit, on ira voir après. Et donc, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fallu se diversifier, il a fallu rebondir par rapport à ce confinement total. Et qu'est-ce qu'on s'est fait comme réflexion? Il y avait 5000 plants de jeunes plantes médicinales qui étaient là. On s'est dit, on va faire une pépinière. Et on a officialisé notre première pépinière ce jour-là, puisque c'était devenu un métier essentiel, hein, à peu de choses près. En tout cas, à une certaine période, on a pu recommencer l'activité et donc on a ouvert cette pépinière en ne sachant pas très bien vers où on allait. Puis ça a très bien marché. Et l'année suivante, on s'est dit, ouais, on va continuer parce que ça nous plaît. Et donc là, on est vraiment rentré maintenant dans une phase de très forte professionnalisation de la pépinière. On produit entre 8 et 10 000 plants, tous sur les principes ancestraux, puisqu'on travaille avec des couches chaudes. On n'a aucun câble chauffant, aucun recours à l'énergie fossile, quelle qu'elle soit, pour pouvoir faire chauffer les plants. Donc c'est vraiment très artisanal et ça nous permet de sortir des plants de très bonne qualité, en fait, puisqu'ils sont faits au frigo, chez nous, en Ardennes. Et donc, du coup, quand ils retournent forcément vers des conditions plus faciles, même dans le centre de spa, les clients disent toujours que les plants sont magnifiques. Oui, forcément, ils viennent du pôle Nord pour retourner après vers le pôle Sud, donc ils sont de toute façon mieux. Et d'année en année, on a nos clients réguliers qui nous font part du retour de la qualité des plants, en fait, et du développement des plants. Donc, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. On les chouchoute comme des bébés. On a une nurserie, une pouponnière, tu vois, donc c'est vraiment des petits bébés. Et quand ces petites plantes-là peuvent partir pour aller enrichir les jardins, c'est pour nous, ça a tout son sens, parce que ça complète aussi parfaitement ce que l'on fait comme travail de formation et d'information, puisque quand Anaïs parle dans ses stages de la scutellaire américaine ou de la grandonnée ou de l'agripaume, les personnes qui fréquentent les stages et qui sont en recherche peuvent trouver ça directement dans la pépinière et donc agrémenter leur jardin. Il faut savoir aussi que tout ça, c'est un un effet boule de neige. Moi, j'adore le concept des oasis que chacun peut créer dans son jardin par justement quelques plantes spécifiquement choisies pour pouvoir s'aider soi-même ou aider la biodiversité. Et donc ici aussi, on a des ruches. Ce n'est pas nous qui les gérons, on a déjà assez de choses à faire comme ça. Mais ça fait partie des collaborations extérieures qu'on a avec notre ami apiculteur. Et chaque année, il nous dit que ces ruches sont dans un état extraordinaire. Et là, même cette année-ci, qui est très compliquée pour les apiculteurs, on va avoir de la récolte de miel, juste ce qu'il faut. On leur laisse vraiment le maximum aux abeilles, on prend juste les surplus.
Et chaque année, il nous dit, ben oui, les abeilles, elles sont en pleine forme. C'est logique. Si tu as les plantes pour se soigner toi, ben, elles soignent aussi le reste de l'écosystème. Et donc, c'est tout un travail, mais c'est facile de diversifier son jardin. C'est très facile, en fait. Il suffit de passer dans une pépinière, d'être piqué par le virus, puis chaque fois qu'on passe dans une pépinière, on ressort avec une caisse pleine et on retrouve de la place dans le jardin pour l'installer. D'ailleurs, quand je viendrai chez toi, il faudra que je prenne la remorque. Alors, on arrive dans le site dédié, entre guillemets, à la forêt-jardin. Il faut savoir que l'ensemble de la ferme est dans cette dynamique où, quand on se promène, on mange. Ça, c'est mon trip, en fait. J'ai dû avoir une incarnation de chasseur-cueilleur il y a très très longtemps. Plutôt de cueilleur que de chasseur. D'ailleurs, je me fais toujours remonter les bretelles par Anaïs parce que je me bazarde toujours avec des fèves dans les poches et je grignote. Voilà, il y a toujours à manger un peu partout. C'est vraiment l'idée du jardin de façon globale, de la micro-ferme. On arrive dans une zone qui est plus spécifique, effectivement, puisque c'est la forêt-jardin à proprement parler, où là, on a joué vraiment sur les strates. Alors, c'est un concept que je n'avais pas du tout l'idée d'installer sur mon terrain avant 2020, en fait, parce qu'on était vraiment dans un microclimat très particulier. Il y avait une grande sapinière à l'entrée du chemin qui a disparu. Ouais, je ne l'ai pas dit, ça. Mais je vais vous le dire maintenant. Tout ce qui se passe ici, c'était une ancienne sapinière. Donc j'ai des pH de 4,3 au départ. Je suis monté à 5,7 sans aucun chaulage. Mais donc c'est tout à fait jouable. Hein. Vous pouvez éventuellement acheter une sapinière, c'est pas le mieux. Mais il y a moyen de faire des trucs avec un peu de patience, même si c'est toujours qualifié de dégueulasse au départ. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Donc voilà, forêt-jardin, ça c'est le concept qui a été, qu'on a essayé de réinstaller cette année depuis 2020. Donc c'est une forêt-jardin qui est toute petite, toute jeune. Là-dedans, on retrouve que quelques arbres de canopée, puisqu'il faut aussi pouvoir gérer la partie énergétique du terrain, enfin la partie énergétique de l'autonomie dont on parlera tout à l'heure. Mais donc l'idée, c'est un cerisier, je suis fier, c'est le premier que j'ai greffé. C'est un Bigarreau Napoléon que j'ai greffé sur merisier. Il a été brouté pendant des années et des années par le gibier. Et là, enfin, maintenant, il est parti. Il a une partie sur une flèche centrale qui est vraiment idéale. Et donc, on va voir. Je suis parti sur l'idée de les laisser dans la forêt-jardin le plus libre possible. Mais voilà, chaque chose va évoluer. Et donc, notre arbre de canopée, nos pionniers derrière avec les genêts qui sont venus en spontané et qui m'offrent un magnifique piège à chaleur ici, puisque derrière les genêts, c'est le nord. Enfin, quand on regarde par là, c'est le nord. Devant, les pêchers, du coup, ont pu prendre place. Je vous ai dit, on est en Ardennes, à 400 mètres d'altitude. Les températures les plus froides que j'ai eues ici, c'est moins 23, mais en général, maintenant, on descend à moins 9, moins 10 dans ces zones-là, quand on y arrive encore. Donc, ce n'est pas des conditions qui sont idéales, normalement, pour des arbres exotiques. Mais c'est une pêche de vigne, une pêche de vigne sur la droite, une pêche blanche sur la gauche. Gros pari, puisqu'on a des gelées très tardives ici et qu'en général, ça correspond à la période de floraison des pêchers. Mais coup de bol, si on va dedans, ils étaient magnifiques en floraison, on a eu un gros coup de froid, alors que les pêches étaient déjà nouées, la pêche blanche, il y a tout perdu, mais quand on va voir la pêche de vigne, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont restées accrochées, il y en a 4 ou 5, et donc sur un arbre qui a maintenant, c'est sa 4e feuille ici, 20, 21, 22, 23, 24, non, 5e feuille ici, il a quand même un petit peu de production, et je me dis que les années où il fera bon, où on aura vraiment un printemps correct, on pourra sans problème faire du stock. Parce que l'idée aussi de l'autonomie, c'est de profiter de l'abondance quand elle est là. J'ai fait tout ce que je pouvais, Anaïs et moi, on a fait tout ce qu'on pouvait pour amener l'abondance dans les jardins, pour les créer. Après, c'est la météo qui décide de ce qui se passe, ça c'est toujours le truc. Et donc, ce qu'on apprend d'expérience, c'est que les années fastes, les années où on est en abondance, faisons des réserves. Nous, on part maintenant sur l'idée de se faire, en tout cas, quand je dis réserve, c'est du stockage des produits en abondance de 2 à 3 ans. Il y a 3 ans, justement, on a eu une super production de cerises. C'est la première fois qu'on avait des cerises comme ça. On en a fait sécher, on en a mis en confiture, on en a fait en alcool, on en a vendu, on en a donné, et il en est encore resté un paquet sur les arbres pour les oiseaux. Et ça fait 3 ans qu'on les attend. Et donc, du coup, on arrive à la fin de nos confitures. Et l'idée, c'est
voilà, c'est de refaire, s'il y a une bonne année, de refaire un stock pour 2 ou 3 ans supplémentaires. Donc ça fait partie aussi de toute la partie transformation qui est inhérente à la partie production et autonomie, quoi. Ça c'est clair et net. Et donc nos strates, elles sont là, hein, nos fixateurs d'azote qui sont venus vraiment spontanément. Ce qu'on a rajouté, bien entendu, ce sont les cassis. Dans le fond, on a une petite haie fruitière avec du noisetier pourpre, des cornouillers, de la mélanchier, alnifolia, du pyrrhus, encore du cornouiller, du néflier dans le fond. Donc voilà, il y a pas mal de choses. L'idée, c'est vraiment de densifier. On a aussi beaucoup de bois, enfin de saules. En avançant, on va aller vers cette idée-là, puisque on va parler d'autonomie énergétique aussi plus tard avec le bois de chauffage. Et le saule va vraiment nous aider à faire ce job-là. Et puis voilà, il y a des petites choses plus sympas, des strates basses qui sont encore à améliorer. C'est ce que j'essayais de faire cette année-ci, donc on verra pic-ploc des endroits où les replantations ont été faites. Mais comme je te disais aussi, hein, moi, une strate basse qui est faite avec plein d'orties comme ça, toute fraîche, eh ben, c'est encore du séchage pour toute la fin de saison. C'est des tisanes, c'est des purins d'ortie, c'est du paillage en abondance. Et donc, il y a des moments où je me dis, pourquoi est-ce que je me bats contre une strate, contre des graminées, alors que finalement, ce qui pousse spontanément peut aussi être tout à fait intéressant et de l'avoir plus sauvage que forêt-jardin cultivé. Mais voilà, j'essaierai de trouver un équilibre entre les deux. Ce que tu vois ici derrière aussi, ben, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ce sont les murs sauvages. Donc, bien entendu, on a des murs inermes un peu partout sur le terrain et on commence à avoir des variétés plus sympas, mais quand on laisse faire, les ronces sauvages arrivent et c'est tout aussi bon. Strate un peu plus basse, les rhubarbes, qui ont beaucoup de mal à s'implanter dans la strate herbacée, alors que derrière, tu vois les réforts, eux, ils se sont super bien implantés. Et là, bah, il n'y a rien à faire. Jusqu'à profiter des racines pour, là aussi, l'utiliser comme plante médicinale extraordinaire dans une recette de vinaigre, de cidre de feu qu'Anaïs propose, qui est juste waouh, un chasse-rhume terrible. Et donc, bah voilà, on a des consoudes aussi, on a des petites choses qui sont toujours dans ces idées de test, hein, puisque ça, c'est vraiment un pari extraordinaire. Arbutus unedo ici au-dessus, en altitude dans des terres hyper grasses. C'était pas un pari gagné d'office. Je me suis dit de le tenter parce que j'en ai vu encore une fois à Liège au jardin botanique. Mais entre Liège et ici, il y a 225 mètres de différence et c'est entouré de béton et donc un microclimat hyper chaud. Ici, je n'ai pas encore de floraison. J'ai pas encore de production forcément, mais par contre, il tient. Et le plus important, c'est que la masse continue à se développer au fur et à mesure et continue à grossir. Et puis peut-être qu'un jour, on aura des arbouses ici. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Moi, je me suis amusé. C'est de la biodiversité dans les sols. S'il s'est installé, s'il vit, ça veut dire qu'il est connecté avec le reste du système mycorhizien ici présent. Et donc, il interagit à sa façon avec le reste des végétaux. Et c'est très bien comme ça. Alors, de temps en temps, il va falloir que je le fasse un peu plus régulièrement maintenant parce que les arbres prennent un peu plus de place. Mais tu vois, les branches, ben, c'est comme on fait, hein, du chop and drop. On coupe, ça tombe. Les ronces aussi, elles sont restées au sol par rapport à ce que j'ai coupé tout à l'heure. Ben, pourquoi? Parce que c'est plein d'hormones de croissance et donc tout ça, ça va se redécomposer sur le sol et ça va fertiliser tout le reste aussi. Donc c'est vraiment, vraiment idéal. Donc je m'amuse. Je m'amuse beaucoup dans cet écosystème vivant. Et là, on arrive dans la partie, dans une des parties qui a été... En fait, c'est cette partie-ci qui m'a lancé à faire la forêt-jardin. Parce que si tu distingues à travers l'épaisse couche de feuillage, on voit la maison de mes voisins là-bas au bout. Eh ben, avant, c'était une sapinière. Et juste après la maison des voisins, c'est la route. Donc il faut imaginer que là au bout, on a le plateau de crêpes. C'est le sommet où on est à 400, 401, 402. Un truc vraiment bien froid. Et ben, vous connaissez les principes, hein. L'air froid, qu'est-ce qu'il fait? Il coule, il descend. Et pas de chance, moi je suis au bout.
Et comme j'ai une grande sapinière de l'autre côté, je suis la poche d'air froid, enfin la poche d'air froid plutôt reste chez moi. Je ne suis pas la poche d'air froid, mais la poche d'air froid reste chez moi. Et donc l'idée, ça a été très très rapidement de trouver une solution pour pallier à la disparition de cette sapinière. Et donc la première chose que j'ai faite, ça a été des boutures de saule en y allant comme je pouvais pour créer le plus vite possible une barrière végétale. On est dans des zones très humides, donc on a d'abord de l'aulne et puis du saule. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire de la production de bois de chauffage en partie. Si tu regardes le premier qui est là, en fait, en tête de rang, celui-ci, c'est le premier arbre à bois qui a été mis au bout du monde, vraiment dans cette optique de pouvoir produire nous-mêmes notre bois de chauffage et de cuisson. Et donc, ma forêt jardin, elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à me produire de la section, que je ne veux pas très grosse. Je n'ai pas besoin d'avoir des bûches à fendre. L'idée, c'est que comme on travaille avec une cuisinière à bois et un chauffe-eau à bois également, eh bien, on a besoin d'avoir des petites sections pour faire du principe rocket stove, d'avoir des flambées très très rapides, très très intenses, pour faire très rapidement monter l'eau. Et ça, c'est parfait. Alors, on en reparlera tout à l'heure, probablement. Il y a toute une série d'espèces différentes qui ont été installées, puisque en fonction du type de bois que vous allez cultiver, vous allez avoir un pouvoir calorifique différent et des capacités de chauffe différentes. Et donc, le saule, par exemple, ce sera un excellent bois d'intersaison. Quand vous êtes, cette année-ci, on est un peu tout le temps dans l'intersaison, mais quand il fait un peu cru le soir, en fin de printemps ou en début d'automne, et qu'on n'a pas envie de faire une grosse flambée, quelques bûches de saule, c'est très bien, c'est une chaleur douce. Si vous avez besoin de faire carburer le poêle en plein hiver, là, vous partez plutôt sur du charme, du hêtre, du chêne, des bois très calorifères, en fait, à ce moment-là. Et les aulnes vont aussi suivre le même châtiment, je vais dire, en tout cas la même utilisation, puisque eux aussi vont être recépés tous les 5 à 6 ans, ça dépend un petit peu, je vais voir, ça va dépendre de la manière dont ils s'installent aussi. Et alors pour ne pas laisser la strate basse vide, juste pleine de graminées, on a, vous les reconnaissez, hop, avec le dos de la feuille argentée, c'est quelques petits framboisiers que j'ai installés il y a 3 ans, je crois. Et là maintenant, on a une strate de framboisiers juste complète, sur l'ensemble pratiquement de la zone de bois. Et donc j'ai mon bois de chauffage et j'ai du plaisir en dessous avec de la récolte de framboises. Ce n'est pas les plus sucrés du monde, mais quand tu les fais en transformation, confiture ou autre, le principe est là. On continue notre petit cheminement avec encore quelques arbustes qui reprennent place. Et ça, c'est pour moi une des plus belles, jusqu'à présent, une de mes plus belles découvertes, gustatives en tout cas, c'est la mélanchée du Canada. C'est une tuerie ce truc, c'est vraiment un fruit excellent. Alors il y a différentes variétés de myrtilles qui sont présentes, et puis comme on aime bien aussi aller un peu plus loin dans qu'est-ce qu'on fait demain si le monde change très vite, j'en ai caché un ici, il faut que je le retaille, hein. Il faut vraiment que je le remette un peu en lumière lui, parce que sinon il va flécher, enfin il va partir de travers. Est-ce que quelqu'un le reconnaît? C'est la Cerce saccharinum. L'érable, ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit délire. Il y en a dans l'arboretum ici à Spa, et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas un érable à sucre? Puisque du sucre, tu peux l'avoir avec le miel, tu peux l'avoir finalement dans les fruits, mais dans peu d'autres choses. Et donc là, dans le délire, on s'est dit, si on mettait un érable, on en a mis un, il a repris. Alors peut-être que je n'arriverai jamais à faire une saignée dedans, hein, c'est fort probable même, mais qui sait, quand on laissera le bout du monde avec le mode d'emploi, peut-être que d'ici 25 ou 30 ans ou 40 ans, quelqu'un viendra faire une saignée et fera du sucre d'érable, enfin du sirop d'érable, ce serait le petit clin d'œil. Mais voilà, au-delà de ça, encore une fois, c'est assez sympa et c'est de la biodiversité, totalement adaptée chez nous. Alors dans cette partie-ci, on a installé du Miscanthus giganteus, simplement parce que la roulotte qui est juste dans notre dos va être remise, on est en train de la restaurer pour l'instant, et elle va être mise en Airbnb. Et donc pour que l'intimité soit complète, on va avoir un mur de Miscanthus giganteus de ce côté-là. De l'autre côté de la clôture, le gibier va s'occuper de le réguler au niveau de la pousse, donc ça ira très bien. Et moi de mon côté, je récupère tout ce qui est nécessaire, puisque le Miscanthus va, une fois qu'il sera
mort et séché, donc en avril de l'année prochaine, il sera rebroyé pour être réintégré comme paillage dans les jardins vivaces ou annuels. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant d'en avoir dans les jardins. Je vais installer probablement du bambou très prochainement parce que là aussi l'aspect consommation de la pousse de bambou me plaît bien, la biomasse aussi. Et c'est encore toute une démarche de réflexion, mais j'ai besoin de faire des nouvelles gouttières et des trucs comme ça. Et donc du coup, voilà, j'ai pas encore sélectionné des variétés, mais c'est un peu dans cette idée-là. Et le bambou est particulièrement adapté. Puis on a aussi dans un capharnaüm monumental, puisque notre aubépine prend beaucoup de place, mais j'ai réintégré quelques résineux dans cette zone-ci, où on va retrouver en fait le Juniperus communis. Pourquoi est-ce que j'ai installé du genévrier? Parce que ça permet d'avoir des baies de genièvre, tout simplement. Et les baies de genièvre, c'est pour la choucroute, mais aussi pour le péquet. Voilà. Je ne suis pas encore prêt d'en faire, hein, mais pour le clin d'œil, ça y est. Le pin, ça c'est un pin sylvestre, petit clin d'œil que Anaïs voulait avoir, puisque là aussi, on en parlait juste avant, on peut manger les tout petits quignons de pin, mais on peut aussi utiliser les épines pour pouvoir faire de la tisane ou différentes préparations. Et la sève, quand il est beaucoup plus grand, en fait, la résine va être utilisée pour pouvoir faire de l'encens. Donc encore une fois, on essaye d'avoir toujours plein d'interactions et de fonctions différentes remplies par un élément. Si on glisse, je dis que vous êtes encore tout jeune, tout petit, on a Rosa rugosa qui vient d'être installée cette année-ci, puisque là, on récolte déjà beaucoup de cynorhodons sur les églantiers sauvages, mais quand tu vois le travail qu'il faut pour pouvoir épépiner gentiment tous ces petits poils à gratter qui sont au centre, et quand tu vois le volume que tu as sur un églantier sauvage, passons sur rugosa, c'est très bien comme ça aussi. Les fleurs sont séchées, les cynorhodons sont consommés, et un cynorhodon, c'est ta dose de vitamine C pour la journée. Donc voilà, ton petit machin pour démarrer, c'est cool. Puis on revient dans du très dense, avec d'autres arbres qui sont réinstallés, qui vivotent plus ou moins. Il est temps déjà de faire une première taille parce que tous ces aubépines sont venus en spontané, et tout ce qui arrive en spontané va 1000 fois plus fort que ce que tu peux installer toi-même. Et donc du coup, à un moment, il faut essayer de réguler, il faut essayer de tailler dedans parce que là, ça devient vraiment la jungle. Et il y a quand même des espèces intéressantes. Donc, je crois que si je vais fouiller ici derrière, il doit y avoir un cormier. Ouais, voilà. Tu vois, on reconnaît bien la feuille du sorbus ici, mais il n'a rien à faire coincé dans un aubépine comme ça. En même temps, ça fait partie quelque part des successions écologiques. Hein. Si tu regardes le roncier qui vient le protéger, l'aubépine avec ses piquants, il ne se fera jamais brouter par du gibier non plus. Et donc lui, il a trouvé sa petite place et il est en train de grimper. Il aura sûrement un tronc assez bizarre, mais l'idée c'est que on voit comment il se débrouille aussi. Après, ça me fera de la biomasse de retailler tout ça. Et tu vois, ça peut monter très vite. Hein. Là, je crois qu'il y a 3 ans, il était encore à hauteur de taille, quoi. Il explose vraiment en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tu retrouves un peu de guimauve. C'est une forêt-jardin, tout ce qu'il y a de plus basique par rapport à tout ce que j'ai déjà regardé dans tes vidéos et où je me dis, ils ont des trucs magnifiques. Mais c'est à crêpe, voilà, c'est à 400 mètres d'altitude dans le froid. Je rêve de descendre en Drôme et de voir plein de choses, des espèces extraordinaires. On a essayé Eribotria japonica, on va voir ce que ça va donner, s'il tient à l'hiver ou pas. Mais par contre, on a des choses magnifiques qui viennent spontanément aussi. Voilà, la berce spondyle, qui est juste magnifique, puisque là aussi c'est un légume juste extraordinaire. On peut faire des crumbles avec les tiges. Moi j'en mets des feuilles dans le jus en début de journée. Elle est extrêmement mellifère. Là évidemment, encore une fois, on n'a pas de luminosité, donc on ne voit pas les insectes. On peut faire des sirops à base de ces graines. C'est une plante qui est juste magnifique, qui est spontanée, et toutes les petites feuilles en début de saison en salade, et rien à voir avec la berce du Caucase, hein, absolument à ne pas confondre. La berce du Caucase est beaucoup plus agressive, ici on est vraiment sur la berce spondyle, c'est de la berce complètement européenne, et d'ailleurs on le voit, elle est beaucoup plus petite au niveau de la fleur, les feuilles sont beaucoup moins agressives, et elle est bourrée d'oïdium, ça, la maladie de cette année. Tu vois, c'est un joyeux bordel, on a encore du boulot là derrière. Du boulot tout simple, tu vas me dire, ouais, mais le boulot, ça va être la sève, et ça va être aussi récolter les feuilles
pour pouvoir les mettre en tisane. Là aussi, c'est la chef herboriste qui s'occupe de dire ce que c'est. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on récolte systématiquement. Et alors, on parlait pêcher tantôt. Je te dis, pêche de vigne, pêche blanche, c'est normalement des variétés qui ne sont pas adaptées chez nous à l'Ardenne. On en a une ici qui doit normalement bien fonctionner, qui est la fertile de septembre. Et voilà la fertile de septembre. Rien à voir par rapport aux deux autres. Au niveau de la vigueur, c'est juste incroyable. Va-t-on savoir pourquoi? Alors évidemment, les expositions ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a un peu plus d'ombre ici, mais voilà, on voit vraiment que la vigueur et la croissance est tout à fait différente. Et là, j'ai jamais eu de production, alors que sur les deux autres, j'ai déjà mangé. Celui-là, on verra bien. Ça, ouais, on verra ce que ça va donner. C'est la grosse surprise. Ça vient de chez Pierre Barbieux, hein, que tu connais probablement à Rodebos, où il y a toujours une foule de magnifiques choses à découvrir. Et là, les greffons sont morts, mais les sujets porte-greffes ont tenu le coup. Donc là, on est sur une variété qui est à refaire, en fait. Et donc, on va voir ce qui sera possible. Dans les lianes, ça commence tout doucement, parce que là, on utilise pour l'instant les grillages existants de la forêt-jardin. Donc, comme on est vraiment sous pression du grand gibier, hein, on a des cerfs et des biches partout, tout autour de nous. La seule solution qu'on a trouvée pour se protéger du gibier, c'est de clôturer à 2 mètres. Et donc, du coup, on habille progressivement le grillage, ici avec Humulus lupulus, puisqu'on a un peu dans l'idée, j'ai un peu dans l'idée d'essayer d'arriver à faire ma bière un de ces quatre, en tout cas de pouvoir l'aromatiser. Sinon, les restaurateurs avec lesquels je travaille aussi aiment beaucoup les arômes de houblon, donc ça fait partie des choses qu'on essaie de mettre en place. Les vignes sont un peu plus loin sur l'autre partie de la forêt, enfin l'autre partie du jardin. Hop, et là, j'écrase ça aussi, une belle... Exactement, Leicesteria formosa. Il faut savoir que les poules sont en parcours mobile, donc on sait faire tourner le poulailler, et l'idée c'est que les poules interviennent dans la forêt-jardin à certains moments très précis de la saison aussi, de façon à ce qu'elles ne puissent pas consommer, faire des dégâts, en tout cas sur les strates basses. Mais ici, Leicesteria formosa a été mis là pour elles, pour pouvoir les intégrer dans le parcours et qu'elles puissent rajouter ces petites graines caramel à leur menu. On les mangera de façon indirecte, puisqu'on consomme les œufs, et donc du coup, voilà, la chaîne sera bouclée. Ok, on est encore consommateur de protéines animales. Ici, ce sont les poules pondeuses. Elles sont en pleine attaque de peau rouge pour l'instant. Ça, c'est vraiment des problèmes de parasitose qui sont importants à évoquer quand on veut se lancer dans le petit élevage. Et donc, on peut même avoir de l'expérience. Il n'y a rien à faire. C'est toujours une problématique qui est là. Problème de prédation aussi. Donc, le filet temporaire permet de pouvoir faire déplacer les poules au fur et à mesure. Le poulailler étant mobile aussi, il peut vraiment circuler en fonction des besoins. Elle nous aide à la fois dans la gestion des enherbements, mais aussi quand on veut lancer des nouvelles zones de culture, on les laisse vraiment travailler en surpâturage, en surintensif, de façon à ce qu'elles nettoient complètement l'ensemble. Et donc, ça fait partie de la source protéinée avec les œufs. Elles permettent de transformer aussi l'excédent de limaces du potager. Les miennes ont été bien dressées, elles aiment bien les limaces en quantité raisonnable. Mais du coup, quand on est en chasse au potager et que tu as des limaces de tous les côtés comme cette année-ci, au moins on se donne un peu moins mauvaise conscience, on les transforme en œufs par après. Nous, on a 8 pondeuses pour l'instant, dont certaines qui sont très âgées, et on a entre 4 et 5 œufs par jour. C'est une cadence qui nous convient particulièrement bien. J'ai eu beaucoup plus de poules pendant tout un temps. J'ai fait un semi-élevage, j'étais à 49 poules pondeuses pour mes restos. Là, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment une autre problématique. Et pourquoi est-ce qu'on a opté pour le poulailler mobile aussi? Parce que les poules, qui dit poule, dit rat. Si vous avez un poulailler fixe, 9 fois sur 10, vous avez des rats qui viennent au grain, qui viennent voler et piquer les œufs. Et donc, du coup, pour essayer de suppléer à ce problème, ou de sauter ce problème-là, le fait de bouger régulièrement la zone de nourrissage, et donc le poulailler en l'occurrence ici, ça les dissuade d'établir colonie. En plus, les grains sont bien planqués.
Donc ça, c'est une première partie. On fait un petit peu de poulet de chair aussi, mais c'est vraiment anecdotique et ça, on va vraiment plutôt faire appel à la communauté maintenant et à nos amis qui font de l'élevage de façon logique. Et on travaille aussi beaucoup depuis quelques semaines à vraiment fortement diminuer notre part de viande pour aller beaucoup plus vers le végétarisme et l'utilisation aussi des productions de la forêt-jardin, parce que c'est vrai qu'on met plein de trucs dans la forêt-jardin et on ne sait pas toujours que tout peut se manger. Et donc avec 2-3 livres de recettes qu'on a trouvés chez des copains et des collègues, maintenant c'est Anaïs surtout qui travaille, qui est la chef-coq à la maison, c'est elle qui fait toutes les transformations. Et donc on est beaucoup dans le végétarien, de plus en plus en tout cas je crois que c'est moi qui freine en fait. Alors il reste aussi dans la gestion des surfaces, 2 autres postes en petit élevage, ce sont les moutons, qui sont une race en voie de disparition, ce sont les ardennais tachetés. Donc c'est un mouton qui est très proche du roux ardennais, sauf qu'ici c'est une variante, il a des taches un peu partout, mais il se ressemble globalement très fort, à la fois dans le caractère et à la fois dans le comportement global. Donc ce sont des bêtes qui sont très sauvages. En tout cas ici, on a une femelle qui est très peureuse et qui communique la peur à tout le troupeau. Donc c'est très difficile de les manipuler. Et il reste un autre poste, c'est celui du poney, qui est là, c'est un brouteur en fait. C'est le poney de ma fille et on va aller les voir, on les dira en image tout à l'heure, et qui permettent en fait de gérer l'excédent de surface qu'on ne sait pas utiliser ou qu'on ne sait pas gérer manuellement en exploitation pour l'instant. Mais l'idée, c'est que ces surfaces-là soient progressivement transformées en forêt-jardin de manière à pouvoir valoriser beaucoup plus le mètre carré alimentaire que ce qu'on le fait avec la viande animale, qui finalement, sur des milliers de mètres carrés, te produisent beaucoup moins proportionnellement que ce qu'un légume ou que ce que des plantes peuvent te proposer. Donc voilà, ça fait partie de la réflexion globale et de cette tendance, de ce cheminement justement vers l'autonomie, où on se dit on est encore loin d'être à la perfection, au contraire, on est toujours encore plein d'étapes à faire, il y a encore plein de cohérences à aller chercher, et de basculer en végétarien, en tout cas, a pour nous beaucoup plus de sens. En tout cas, j'y travaille. Oui, le petit élevage, les moutons aussi, elles sont là pour pouvoir nous aider à gérer l'enherbement sur les différentes parcelles, parce que c'est bien d'avoir du terrain, mais il faut pouvoir gérer les graminées qui poussent au fur et à mesure. On était parti sur l'idée d'avoir une espèce, une race locale menacée, l'ardennais tacheté, qui est un cousin du roux ardennais. C'est super des races locales, ça agnelle tout seul, il n'y a besoin de rien faire, sauf que c'est tellement sauvage que pour pouvoir les manipuler et les gérer correctement, c'est vraiment compliqué. Là, elles ne sont pas encore tondues alors qu'elles auraient dû être déjà depuis plus de 2 mois. Conditions météo obligent aussi, qui ont été vraiment compliquées cette année-ci. Et puis c'est surtout que la dernière fois où j'ai réussi à les enfermer et où j'ai prévenu le tondeur, parce que ça je ne sais pas faire moi-même, elles ont cassé les clôtures et elles sont sorties. Donc voilà, là normalement il y a un chantier de tonte de moutons prévu pour dimanche, mais espérons que ça puisse fonctionner. Là aussi j'ai retiré le bélier, parce que c'est la grosse difficulté dans notre part d'autonomie, c'est que on aimerait bien manger de la viande, mais si on ne sait pas aller jusqu'au bout de l'abattage, c'est des choses qui sont compliquées. Et donc on a réduit volontairement la taille du troupeau pour juste permettre de pouvoir pâturer les espaces qui sont encore disponibles. Et puis on verra si un jour on change de méthode d'élevage. En tout cas de race, on va probablement changer, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on apprend avec l'expérience, c'est que quand on est jeune, on a plein d'énergie, plein de feu, et puis plus on avance en âge et en usure, j'ai envie de dire, moins ça devient intéressant de courir pendant 2 heures derrière les moutons pour essayer de les attraper. Ça fait quand même 80 ou 90 kilos ces bestiaux-là, donc voilà. Je ne suis pas un très bon éleveur. J'essaye de faire tout ce que je peux pour qu'elles soient dans des bonnes conditions, mais je ne suis pas encore un excellent éleveur. Dans la perspective de l'autonomie, on est aussi très concentré sur l'habitat et sur les énergies. On fait tout au bois de chauffage, donc on a un poêle à bois, une cuisinière à bois, et puis on a aussi un chauffe-eau qui fait chauffe-eau solaire, chauffe-eau à bois, enfin solaire thermique, chauffe-eau bois et chauffe-eau électrique. Et donc pour pouvoir produire ce bois, comme je le disais tantôt avec le saule, on a besoin d'avoir de la masse. J'ai pas envie d'attendre qu'un chêne ait 70 ou 80 ans pour le couper simplement à la base et devoir recommencer des plantations par la suite. Donc l'idée, c'est plutôt de s'orienter sur d'anciennes techniques que nos paysans utilisaient jusqu'à l'arrivée du charbon, en fait, hein, c'est relativement récent. C'est la culture de trogne. Et pour cette culture de trogne, on a réimplanté l'année passée
en collaboration avec la SBL Terra Nostra, 60 arbres destinés à la production de bois. Alors il y a encore des phases de test évidemment, puisque avec ce dérèglement climatique aussi, on a essayé de tirer sur des essences un petit peu différentes. Mais donc on peut résumer, enfin on peut plutôt citer les différentes espèces qui sont mises ici dans l'optique de bois de chauffage. On a Aulne et Saule qu'on a vu tantôt. Et puis ici, tout le long de la prairie du Poney, de l'autre côté également, ce sont tous des arbres spécifiquement dits à bois de chauffage. Donc là, j'ai du peuplier noir, j'ai du peuplier tremble, j'ai du châtaignier. Ça, c'est plutôt pour la constitution des piquets de clôture dans quelques années. On a du chêne Cécile, on a du chêne pédonculé, on a du charme, on a... Voilà, ça c'est pour la partie production de bois de chauffage. Et puis dans les autres trognes côté mouton, là on a plutôt réinstallé du tilleul à petite feuille et du tilleul à grande feuille, puisque là aussi l'idée est de pouvoir l'utiliser de façon alimentaire. Les feuilles de tilleul, vous le savez, sont excellentes au niveau des salades. Et puis dans le cadre du métier d'Anaïs aussi, la tisanerie par rapport aux fleurs sont vraiment importantes. Toutes les propriétés médicinales du tilleul sont là, et c'est ça qu'on va essayer de valoriser une fois de plus. Et donc on réinstalle ça aussi pour les abeilles, puisqu'elles vont pouvoir aussi profiter de ces différentes fructifications et floraisons. Donc voilà l'esprit de la trogne. C'est quoi en fait? C'est de déterminer quelle hauteur aura notre arbre principal, notre arbre vieillissant, je vais dire, et de systématiquement couper tout ce qui va au-dessus. Alors quand je dis systématiquement, ce n'est pas toutes les années, évidemment, sauf si on a envie de faire de la vannerie, ça c'est tout à fait possible aussi. Donc sur du saule, on coupera très frais, sur d'autres essences aussi. Mais nous, on va faire des tailles qui vont varier en fonction des espèces et en fonction de la manière dont elles vont se développer, entre 4 et 8 ans, pour avoir des segments de bûches différents. Déjà avoir de la petite segmentation pour faire du rocket stove, parce que ça c'est important pour notre bois l'air et que les cuisses sont très intenses. Et puis quand la cuisinière à bois est mise plutôt en mode poêle pendant l'hiver, et bien là il faut des sections un peu plus grosses de bois de chauffage type chêne ou type hêtre. Et ça c'est ce qu'à terme ils vont faire. Alors quand on regarde ces jeunes arbres et quand je me place dans une perspective de vieillissement, je me dis que moi, personnellement, des coupes, je ne vais pas en faire beaucoup. Mais encore une fois, tout le projet n'a pas été pensé que sur cette génération-ci. Le projet a été pensé pour que ce soit sur 2, 3, 4, 5 générations qu'on puisse profiter des différentes implantations des arbres fruitiers aux tiges, des arbres à bois. Donc tout ça, c'est parti pour du très très long terme. C'est une vision que je voulais vraiment vers du long terme pour apporter de la stabilité et de la productivité sur le terrain. Puis aussi, on est dans un mode de vie où on essaye de faire le moins de déchets possible. Alors, on n'est pas du tout en zéro déchet, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais c'est de récupérer les déchets des autres en fait. Et ça, à ce niveau-là, on a pu valoriser cette année-ci de la coupe de bois de chauffage, en fait, de la coupe d'éclaircissage dont personne ne voulait. Et ça nous a permis de récupérer, je crois, à peu près 5 à 6 mètres cubes de jeunes petits, de tout petits bois, de sections parfaitement impeccables pour nous. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les débiter, à les entasser, et puis on pourra les utiliser. Donc c'est vraiment cette dynamique-là, c'est aussi se dire comment on peut valoriser dans notre écosystème ces différents végétaux sans devoir couper complètement des arbres, parce qu'en plus, la trogne va augmenter la longueur de vie de l'arbre principal, et va permettre d'augmenter les niches pour la biodiversité au fur et à mesure que l'arbre va grandir. Donc dans un premier temps, bien entendu, ce sera dérisoire, ce sera quelques chenilles qui vont en profiter et nous. Et puis au fur et à mesure des coupes et des cicatrisations et des cavités qui vont se faire, eh bien progressivement on va avoir d'abord des insectes xylophages qui vont venir consommer ça, création d'humus, apparition éventuelle d'autres plantes qui vont pousser dessus, création des trous, puisque l'humus va continuer à grignoter la trogne au fur et à mesure, apparition de cavités et puis potentiellement nidification par différents oiseaux cavernicoles. Ça, c'est dans 50 ou 60 ans, donc ça, je ne serai plus là pour le voir. Mais l'idée, c'est que c'est déposé, c'est fait, et la nature va se charger de gérer l'évolution de ces arbres, en sachant aussi que les hauteurs de coupe sont réglées en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, quand on est en prairie, hors protection, on va faire toutes des hauteurs de coupe à 2 mètres parce que vous voyez, le gibier est déjà passé.
Il a déjà fait une première trogne sur mon tilleul en le supprimant. On voit bien sur les autres aussi. Donc là, c'est le gibier qui va décider de la hauteur. Mais dans les jardins, j'ai fait des trognes à hauteur d'homme pour ne pas avoir besoin de monter sur une escabelle pour pouvoir couper le bois. Anaïs va aussi faire du bois de chauffage et je n'ai pas envie qu'elle monte sur une escabelle avec une tronçonneuse pour pouvoir refaire son bois de chauffage. Donc voilà, c'est fait à hauteur d'homme parce que c'est tout à fait jouable aussi. Et donc ça nous amène vers l'habitat en fait et vers l'aspect, enfin, le pétale permaculture habitat qu'on a essayé de mettre en avant aussi, puisqu'on vient de terminer la rénovation de notre chalet. Donc on a vécu pendant 4 ans dans une roulotte de 12 mètres carrés. C'était une chouette épreuve, mais c'était une épreuve quand même. Et là, on vient de terminer la rénovation de notre chalet le plus possible selon nos moyens en construction écologique. Et je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe. Voilà, on y est à cette petite maison qu'on a reconstruit complètement avec Anaïs. Donc c'était un chalet, une cabane de bûcheron en fait au départ. Donc on l'a complètement désossé, on a tout rechangé. On a retravaillé toute l'isolation avec du gramiterme, donc ce sont des tontes d'herbes qui ont été compressées, tressées, compressées, qui servent d'isolant. Tout est en ossature bois. Anaïs a passé son temps à chercher sur Marketplace des châssis et des fenêtres et des machins pour que ce soit le plus économe possible. En fait, c'est même pas le terme économique, c'était aussi de pouvoir donner une deuxième vie à finalement des produits qui sont encore tout à fait fonctionnels. Un châssis, tant qu'il continue à s'ouvrir, il fonctionne, quoi. Il laisse passer la lumière, c'est le principe. Et donc on a vraiment été récupérer tout ça, je veux dire c'est de briques et de broc finalement, mais ça nous permet d'avoir un chalet qui est très confortable. Toute la finition à l'intérieur est faite en argile, ce qui permet aussi d'avoir une très bonne régulation de l'humidité et d'aider aussi à la régulation de la température. Qu'est-ce que je peux encore te dire sur l'extérieur du chalet? C'est que encore une fois, Anaïs et ses grandes ressources d'internet ont été chercher les techniques de peinture suédoise. Donc la peinture suédoise, là c'est de la farine, des pigments, de l'eau, des sulfates et de l'huile de lin qui permet d'avoir ce rendu. Avec plein de couleurs différentes. Normalement, la porte deviendra verte, si tout va bien. Tu vois, sur le même principe. Et ça a été fait l'année passée au mois de 12 septembre. Alors, on voit un peu de traces de limaces parce que forcément, les limaces sont bien présentes, mais sinon, ça n'a absolument pas bougé. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très naturel. Tu vois, même les toiles d'araignée sont très, très naturelles, sont d'époque. Ça veut dire aussi que la nature s'intègre facilement à ça. Si c'était une peinture puante, pleine de composés volatiles, on n'aurait pas ces installations-là. Et donc voilà notre petit havre de paix qu'on a essayé de refaire nous-mêmes en autoconstruction. C'était pas gagné d'avance du tout. Il y a encore 4 ans, tenir un marteau, c'était déjà pas évident pour moi. Alors t'imagines refaire une maison. Donc finalement, on a fait quand même appel à quelques corps de métier pour nous aider sur des postes vraiment très très particuliers où on n'avait pas du tout les compétences ni le matériel pour le faire. Et donc voilà, ça représente 2 ans et demi de travaux en même temps que la production, que les jardins, que la transformation, que l'activité économique. Enfin voilà, tout ça s'est mis l'un dans l'autre. Mais on est dans un château maintenant. Il fait 36 mètres carrés, mais quand tu vis à 12 mètres carrés pendant 4 ans, 36 mètres carrés, c'est gigantesque. C'est Versailles, quoi, au peu de choses près. Et donc c'est là qu'on a aussi chiné toutes les choses à l'intérieur. On a essayé d'aller loin, hein, parce que les appuis de fenêtre, par exemple, ce sont des planches d'un arbre qui a été abattu à l'entrée du chemin il y a 5 ans. Donc voilà, c'est tous des petits trucs qu'on a essayé de mettre bout à bout pour pouvoir essayer d'être le plus cohérent et le moins impactant finalement. Donc si tu veux, on va voir le poêle et le chauffe-eau maintenant. Voilà, à l'intérieur, comme je le disais tantôt, hein, la cuisinière à bois qui fonctionne soit comme un rocket stove pour vraiment aller à la cuisson, soit qui va vraiment fonctionner comme un poêle. On a remis un mur de briques en argile derrière pour faire de la masse et pour essayer de garder la température le plus longtemps possible.
L'avantage, on a même un petit four à côté, donc c'est assez sympa. Et puis, tu peux aussi, tout en dessous, avoir une zone pour pouvoir faire sécher tes légumes et faire sécher, ici en l'occurrence, c'était des écorces de citron. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs sympas. Là, on a vraiment un très très bel outil de travail et puis ça permet aussi de faire mijoter les plats totalement différemment. On est sur un rythme de vie complètement différent, en fait, c'est ça. On ne pourrait plus... on travaille tous les deux de la ferme, puisque c'est aussi un des principes d'autonomie, c'est qu'on a réussi à avoir un viatique économique sur la ferme. Donc on peut être ici en permanence, mais on ne saurait pas vivre ici en permanence et travailler en extérieur comme je le faisais dans une autre vie, à faire du 8-9, enfin du 8,5-17, parce qu'on est dans une un rythme de vie complètement différent. C'est intense, c'est intensif, mais c'est complètement décalé et déphasé par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre dans un rythme de travail habituel où tu commences ta journée à 8 heures et où tu termines à 17 et puis après tu es tranquille. Non, nous on est vraiment toujours dans cette phase-là. Finalement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et donc c'est une dynamique de vie totalement différente. Alors bien entendu, on n'a pas que la cuisinière à bois, on a aussi un support avec une cuisinière à gaz qui permet là de pouvoir faire comme tout le monde, avoir des cuissons classiques et rapides. Mais c'est un très très bel outil, et encore une fois, un outil qui remplit plusieurs fonctions, puisque il nous chauffe, on cuit, on déshydrate. C'est quand même des choses qui sont vachement intéressantes avec un seul modèle. Et vu les arbres à bois qu'on a plantés tout à l'heure, eh bien dans quelques années, on aura l'autonomie de production aussi au niveau du chauffage, et ça, ce sera top, quoi. Mais voilà, il faut le temps. Je dis souvent, dans un projet en permaculture, il faut énormément d'énergie au début, hein, il faut beaucoup d'intrants pour avoir un premier résultat, et puis une fois que beaucoup d'énergie pour un résultat faible, et puis au fur et à mesure, ton énergie décroît et ton résultat augmente. Et là, on n'est pas encore au croisement. Ça fait déjà un paquet d'années qu'on y est, on a encore énormément d'énergie à mettre, mais on espère bien qu'un jour, on vérifiera cet adage de la permaculture qui dit qu'à un moment, on n'a plus rien à faire pour pouvoir récupérer les fruits. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Ben voilà, ça c'est probablement l'outil le plus intéressant qu'on a, en tout cas le plus multifonction qu'on a pu trouver, et c'est celui qui nous fait le plus rêver dans l'autonomie jusqu'à présent, c'est notre chauffe-eau. C'est un truc qu'on a pu avoir avec une commande groupée via un site autonome français. Et donc ce chauffe-eau, il fonctionne au bois. Donc, tu vois, hop, là en dessous, on peut charger, on met nos quelques bûches, nos quelques bûchettes, encore une fois, parce que c'est tout petit, on est sur du 20 cm de large, donc obligé de faire toi-même ton propre bois. On a aussi la possibilité de le mettre à l'électrique, avec une résistance qui consomme le trop-plein des panneaux photovoltaïques en été, donc quand les batteries sont toutes chargées. Là, on a un onduleur 4500K et 4 batteries qui permettent de faire fonctionner le système, plus les panneaux photovoltaïques qui sont en autonomie. Et alors, on devrait aussi pouvoir remettre là-dessus un solaire thermique, mais pas pour nous, puisqu'on a une sapinière plein sud juste ici qui nous coupe toute la lumière et tout le soleil. Et donc le fait de décaler enfin c'est pas jouable, c'est une technologie qu'on ne sait pas mettre pour l'instant. Le jour où la sapinière disparaîtra, ce sera notre troisième manière de pouvoir chauffer notre eau de distribution, notre eau de consommation. Donc voilà, on est totalement tranquille. La consommation de bois pour faire chauffer de l'eau chaude à 40-42 degrés, donc juste ce qu'il faut pour une température d'utilisation, ça représente l'équivalent de 2 bûches de 30 cm. Voilà, en gros. Ça représente une grosse demi-heure de chauffe, mais je vous dis, c'est du petit bois, donc on est plutôt sur un principe de rocket stove, ce qui permet de consommer beaucoup moins de bois, et donc de valoriser bien mieux aussi les arbres dans notre écosystème. Donc, vous avez vraiment une manière de faire complètement différente, beaucoup plus pérenne et jouable individuellement. Voilà, si ce qu'on vous a présenté vous a touché, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver via la page Facebook La Microferme du Bout du Monde, ou plus facilement encore via nos sites internet michaeldossin.be ou Les Jardins d'Anaïse avec un E à la fin, .be. Et là, vous pourrez découvrir
tout ce qu'on propose comme transmission, à la fois nos savoirs au travers des formations, mais également tous les catalogues, le catalogue de la pépinière qui reprend l'ensemble des espèces qu'on propose. Donc on tourne en général entre 100 et 150 espèces au catalogue, tout en médicinal et surtout bien sûr des plantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. L'idée c'est pas de faire ce que tout le monde fait, mais c'est de proposer des choses un petit peu différentes. Donc vraiment n'hésitez pas à venir nous retrouver. Il y a encore des formations qui se déroulent d'ici la fin de l'année sur lesquelles il reste de la place, aussi bien pour la partie potager que plutôt pour la partie arbres fruitiers, jardin fruitier de façon globale. On abordera aussi la forêt-jardin dans cette formation-là. Et donc n'hésitez pas, je rappelle nos sites internet, michaeldossin.be, lesjardinsdanaïse.be et à bientôt les permapotes.